Juste pour rappeler comment tout ceci s'est agencé, début avril 2020, alors que le premier confinement se mettait en place en Nouvelle-Calédonie, les industriels se sont dit que cette crise sanitaire allait potentiellement changer significativement notre monde. Et donc on s'était dit qu'il fallait y réfléchir. Et on a constitué un groupe de réflexion, nous étions 3 au départ, et puis ceux qui maintenant portent le groupe l'après vous raconteront ce qui s'est passé. L'après s'est constitué, et donc on a été un des groupes, ils ont été un des groupes qui a mis une contribution sur le site du Haut-Sarria dans le cadre de la consultation citoyenne qui était engagée sur l'avenir institutionnel de Nouvelle-Calédonie. Puis il y a eu plein d'autres contributeurs. On a été vigilant à ce qui a été restitué sur ces contributions lors de la journée de la soirée de lundi de la semaine dernière. Et on avait un goût de trop peu. On avait l'impression que ce n'était pas complet sur la nature des travaux ou des contributions qui avaient été faites, notamment sur des enjeux qui semblaient importants pour de nombreux contributeurs, notamment les enjeux écologiques, les enjeux de gouvernance pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, un peu dans la précipitation, on s'était dit que ça serait bien de faire appel aux différents contributeurs qui avaient mis une contribution sur ce site du Haut-Sarria. Et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est de proposer un temps de parole à plusieurs de ces contributeurs. J'avoue que je n'ai pas appris la liste par cœur de ceux qui sont présents ce soir, mais une petite quinzaine sont présents ce soir, vont exprimer les principaux points qu'ils ont produits dans le cadre de leur contribution ou la manière dont ils ont travaillé leur contribution. Et puis, le deuxième temps est destiné à l'échange. Donc Sylvestre posera des règles, il faudrait juste que ce soit des règles dans la bienveillance et dans l'écoute pour qu'on puisse comprendre ce que chacun veut exprimer, puisqu'effectivement le point de vue qu'on avait entre certains de ces contributeurs, c'est de dire qu'il faut maintenant qu'on arrive à confronter nos idées, et c'est en confrontant nos idées qu'on permettra de produire effectivement des idées qui permettront d'avancer sur cet avenir de la Nouvelle-Calédonie avec le focus que chacun a sur cet avenir de la Nouvelle-Calédonie. Bonne soirée à tous et je cède la parole à Sylvestre qui va appeler notre premier contributeur. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à cet appel. Effectivement, l'Après n'est pas un collectif très structuré, c'est un collectif de circonstances. Et beaucoup d'entre vous ont des structures beaucoup plus établies, de longue date, mènent la réflexion depuis très longtemps. Donc merci d'avoir répondu à l'appel dans la mesure où aujourd'hui l'idée c'est de récolter le plus de compléments, de réactions par rapport à la manière dont la restitution de la concertation de l'État s'est effectuée. Et donc je vous propose d'appeler le premier contributeur qui serait ASEA NC, c'est-à-dire Marc Pelofi, à qui je souhaite donner la parole et qui peut donc, c'est ça la règle du jeu ou l'idée, c'est de vous laisser libre tribune quelques minutes de façon à exposer votre contribution, même aller au-delà, et de le mettre en perspective plutôt que de la question de l'indépendance ou les questions de l'État, de le mettre en perspective de la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de son modèle économique et social et peut-être de quelque chose d'un petit peu plus grand. C'est en tout cas l'ambition, modestement, de cette soirée. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, la SANC, Association de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie, une association qui a 63 ans, qui l'est fait. Donc, dans la contribution, un point qui nous a semblé particulièrement important et qui n'a peut-être pas été traité, vu, mais pour nous, dans la notion d'être français, qu'est-ce que cela veut dire être français?
Eh bien, c'est la base même de l'esprit français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'esprit des Lumières, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne retrouve pas ailleurs, ce sont les principes universalistes. En effet, dans le monde, peu d'autres pays sont basés sur des principes universalistes. Certains pays sont basés sur des principes de communautarisme. On prend l'exemple des États-Unis, qui parlent toujours de communauté. Et nous ne sommes pas, tout du moins l'esprit français, est basé sur 3 grands principes: liberté, égalité, fraternité. Donc, dans ces valeurs, eh bien, ma foi, est-ce que la Nouvelle-Calédonie se retrouve? Est-ce que ces valeurs sont respectées? Est-ce que dans l'après, ces 3 valeurs, ces 3 principes seront respectés? Liberté pour tout le monde, ça veut dire que les gens sont égaux, ça va avec l'égalité, et la fraternité, c'est quelque chose qui est peut-être une valeur kanak. Tout du moins, c'est une valeur qui est reprise souvent dans les propos, dans les affirmations. Je parle sous le contrôle de personnes bien plus qualifiées que moi. Il ne faut pas hésiter à me contredire. Mais je crois que c'est une valeur qui est reprise, que l'on retrouve dans la société kanak. Mais on ne retrouve pas, je crois, et là je vais peut-être soulever des remarques, on ne retrouve pas égalité, liberté. Donc, est-ce que après, ces 2 valeurs seront toujours reprises dans le futur pays? Ça, c'est une des questions qui nous semble importante, peut-être une question d'ordre philosophique, qui n'est pas économique, mais qui est fondamentale, tout du moins, pour nous. Voilà la contribution, peut-être brève, mais qui est basique pour la SEANC. Merci. Effectivement, Descartes est passé par là. Je me permets d'enchaîner de façon à effectivement libérer du temps à la fin pour qu'il y ait quelques échanges. Je vous propose donc que Philippe Darançon pour CMNC puisse venir donner son témoignage. Et nous allons enchaîner avec le même rythme, je vous propose, de façon à avoir une vision globale de l'ensemble des contributions. Bonsoir à tous, donc je suis Philippe Darançon, le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Vous vous en doutez, le cluster maritime, c'est l'économie de la mer et ses représentants. On représente environ une petite centaine d'entreprises qui sont dans tous les secteurs du développement maritime et de l'économie maritime. Donc forcément, pour nous, l'après, ça sera un après bleu, vous vous en doutez, et qui sera basé sur un volet économique nouveau et qui est réellement de savoir la Calédonie, après avoir usé, peut-être un peu abusé de ses richesses terrestres, devrait peut-être s'intéresser à ce qu'on peut faire de nos 1 440 000 km². Je vous rappelle que le domaine maritime de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même 98% du territoire, 98,7% du territoire, le reste étant constitué de ce qu'on a sous les pieds aujourd'hui. Donc on est forcément face à des défis qui sont pour l'instant très importants. On a essayé de contribuer à la réflexion de manière significative en travaillant de longues années, je dirais, ça a duré à peu près 3 ans, et notamment une année très chargée, la dernière année, pour rédiger un livre bleu. Un livre bleu, c'est pas seulement un état de référence qui fait quelques centaines de pages, qui donne un état des lieux actuel de la mer et de sa complexité, de son mode de gouvernance, de ses richesses, de l'avenir scientifique qui tourne autour de tout ça. Ça, c'est, je dirais, simplement un état de référence. Mais on a voulu que ça puisse être appréhendé par nos institutions de manière à pouvoir réellement donner lieu à un démarrage d'activités, de projets structurés autour de tout ça. Et pour ce faire, on s'est attaché à rédiger ce qu'on a appelé une feuille de route stratégique autour de l'économie de la mer. Cette feuille de route stratégique, qui va être développée en 6 points, je dirais, a pour vocation à être
la feuille de route de nos institutions. C'est-à-dire que quand on parle de complexité réglementaire, de complexité de répartition des compétences, il est évident qu'il y a un moment où la mer n'est qu'une et que forcément il va y avoir besoin de se mettre autour d'une table et de pouvoir composer à plusieurs l'avenir économique maritime. Qui pour nous, je vous le rappelle, est un fondamental de ce qu'on peut faire, tant avec nos biens propres, entre guillemets, mais également à travers le positionnement stratégique de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement pacifique, qu'il soit transpacifique, avec la Polynésie à un bout, qu'il soit régional avec nos grands voisins avec lesquels on essaie de tisser le maximum de liens économiques. Et vous avez tous entendu parler d'un fabuleux contrat des sous-marins en Australie et sur lesquels justement le cluster travaille pour identifier les sources de potentialité qui pourraient exister sur les métiers de demain, les métiers qui seront en tension sur ce chantier-là, et pour que la Calédonie, je dirais, puisse participer à tout ça. Donc c'est un enjeu pour nous qui est important, c'est ce qu'on a défendu, tant à travers la consultation lancée par l'État, qu'au travers de nos travaux avec NCECO, et ce soir, avec l'après, puisqu'on n'a pas participé, moi je ne suis pas au courant aux différents travaux de l'après, mais c'était vraiment intéressant de pouvoir intervenir ce soir. Juste pour vous dire une chose, c'est que la stratégie maritime calédonienne est pour nous un des piliers sur lesquels on va pouvoir s'asseoir pour développer quelque chose en Calédonie et sortir de notre économie actuelle. Donc on est plutôt, vous en doutez, c'est un cluster, donc c'est forcément autour de l'activité économique. Donc c'est au fond de ça qu'on a réfléchi. Je ne sais pas si vous l'avez eu en main, je vous invite en tout cas à vous saisir de ce dossier-là pour ceux que ça intéresse, et d'aller donc sur le site du cluster ou ailleurs, on a diffusé au maximum pour aller découvrir les axes stratégiques qui ont été proposés aux institutions. L'important, c'est qu'ils s'en saisissent. On est même allé jusqu'à détailler non seulement les axes stratégiques, les actions à mener et les acteurs impliqués, histoire qu'on soit certain que ça ne finisse pas sur une étagère et qu'au contraire, ils aient des outils entre les mains pour prendre des décisions. On a même lancé un travail là en interne qui est de prioriser, de manière à ce que nos institutions puissent avoir une vision claire, si c'est du court, du moyen terme, si ça touche l'emploi un peu ou pas beaucoup, si c'est cher ou pas comme projet, si c'est international ou uniquement quand on est à Calédonie. On a essayé, là on est en train de prioriser, notre objectif étant bien évidemment qu'ils s'en saisissent et qu'on puisse créer 28 secondes et qu'on puisse créer ce qu'on appelle le NOVE, c'est-à-dire un comité stratégique maritime, un peu sous la base de la réflexion du lien entre la société civile et l'État, à travers par exemple en métropole un secrétariat général de la mer qui fait donc le lien entre l'économique, la société civile et les institutions, et qui permettrait à ce moment-là de discuter tous ensemble des véritables projets et des enjeux du maritime. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonsoir. Donc, je me présente. Donc Jean Saucé, président du fraîchement élu il y a 2 jours du collectif Handicap. Donc, effectivement, alors nous, c'est différent. On est plus sur la réponse que nous avons apportée. Moi, j'ai pas participé, et je les représente ce soir. Le collectif Handicap est créé depuis 2004 et représente un peu plus d'une trentaine d'associations qui œuvrent dans le handicap et la dépendance. Et donc, ils ont tenu à répondre à cette consultation parce qu'il y a un enjeu important dans le monde calédonien pour l'ensemble de ces populations qui œuvrent tous les jours et pour toutes ces associations. L'important aujourd'hui dans le monde de demain de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs critères sont importants. Il faut que absolument les populations soient incluses dans l'ensemble de l'activité économique, sociale et culturelle de la Nouvelle-Calédonie. Et il a été noté effectivement qu'il y avait une certaine lenteur dans les politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aujourd'hui beaucoup de réticences, notamment en tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, il est important que demain, on prenne en considération ce secteur. Et donc, sur les principaux points que le collectif handicap a voulu répondre, c'est sur les défis
que la Nouvelle-Calédonie sera confrontée. Et dans ces défis, au niveau prisme uniquement handicap et associatif, il est noté qu'il faudra travailler à réduire les inégalités sociales au sein de ces populations. Il faudra réduire les discriminations, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a, on sait qu'on les vit tous les jours, et il faudra garantir également une couverture, une protection sociale pour le monde du handicap, parce qu'aujourd'hui, vous savez que la situation de la Nouvelle-Calédonie financièrement, pour tout ce qui est santé, comptes sociaux, devient de plus en plus difficile et, pour pas dire dramatique. Et donc, c'est cette population de citoyens qui sont un petit peu, je dirais pas affaiblis, mais qui ont du mal à essayer de se faire comprendre. Il faudra absolument tout faire pour garantir leur couverture et leur protection sociale. Il faudra également permettre de protéger l'expression du contre-pouvoir associatif, parce que c'est vrai que le monde du handicap aujourd'hui, moi j'ai eu la chance depuis quelques années de travailler avec l'ensemble des associations dans le secteur et des institutions, et c'est vrai que le monde associatif est très moteur pour l'ensemble de cette population. Donc c'est un point qui a été marqué dans la restitution de la consultation, parce que effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses ne se font pas comme elles devraient se faire. Il faudra également permettre d'offrir une société réellement inclusive et répondant à la population calédonienne dans toute la diversité. C'est un point qui est important pour nous. Il faudra également apporter des réponses aux besoins de la population bien sûr en situation de handicap, et également structurer le milieu associatif. C'est-à-dire qu'il faudra permettre à ce monde associatif de vivre, d'exister avec les moyens financiers, avec les moyens supports, et que les institutions aujourd'hui soient partenaires et également ouvertes à toute demande et accompagnement pour ce secteur. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à dire, sinon que de ce monde du handicap, ce que je peux noter, et en tout cas dire, c'est que beaucoup de choses doivent se faire, doivent continuer. Nous avons la chance d'avoir des pays anglo-saxons à côté, pour lesquels nous aimerions bien copier un petit peu leur méthode, parce que le monde anglo-saxon est beaucoup plus ouvert sur ces situations qui sont difficiles et ces populations. Et c'est vrai que grâce à cette consultation, on pourra, et on a noté, et on va faire passer quelques messages. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je me permets de mettre en valeur quelques points qui sont mon inspiration, ça n'engage que moi. Le fait que les politiques publiques s'appuient sur des associations, un tissu, un réseau d'associations est probablement quelque chose de très important. Par ailleurs, de prendre modèle peut-être sur d'autres pays du monde. Il me semble, je vous le soumets, que nous puissions finalement retrouver ces thématiques sur toute une série des thèmes qui pourraient être abordés. J'appelle donc pour la prochaine contribution Marie-Amélie Molia pour l'après, puisque l'après a déposé une contribution à la consultation. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Alors nous, on se déplace à deux pour l'après en binôme. Donc très rapidement, les travaux de l'après ont démarré au mois de mars 2020 sur une initiative de la Fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie.
mais elle a réuni à peu près une centaine de personnes issues de tous bords, de la vie civile, des professionnels, des experts, ou tout simplement des gens plein d'idées, de motivation et puis de bonnes idées à partager, avec le constat que le modèle économique, social et environnemental dans lequel on évolue aujourd'hui doit être réformé, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des dysfonctionnements un peu à tous les niveaux, et donc il est toujours bon de se remettre en question, et là l'urgence s'est fait sentir. Donc on s'est organisé autour de 8 groupes de travail, donc je vous les cite rapidement. Production locale, relocalisation, circuit court, innovation numérique, éducation, formation, information, le nickel, sécurité sanitaire, santé, gouvernance, financement. Et donc ces 7 groupes-là avaient pour chapeau le 8e groupe qui constituait au final le fil rouge de notre réflexion, à savoir le développement durable, l'environnement et l'écologie. Donc on avait tous pour mission dans nos groupes respectifs de garder à l'esprit ce souci de développement durable pour mener à bien nos réflexions et pour guider nos idées. Aujourd'hui, on a dans chaque groupe abouti à pas mal d'idées, de constats. L'objectif aujourd'hui, c'est bien de partager tous ces constats-là, ces idées, et bien évidemment, dans l'idéal, que les institutions puissent se saisir des projets qu'on a pu proposer, ou même dans certains cas, le monde professionnel, puisqu'il y a même des idées de création d'entreprises qui ont pu être proposées. Je laisse la parole à mon collègue Thierry. Merci, bonsoir. Pour compléter ce que vient de dire Amélie, les groupes de travail avaient quand même pour objectif aussi d'avoir en filigrane les 17 objectifs de développement durable qui ont été édités par l'ONU il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois maintenant. Et le premier de ces objectifs de développement durable, c'est d'éradiquer la pauvreté. Quand on dit développement durable, il ne faut pas penser exclusivement à l'écologie, mais c'est aussi une vision sociétale. Dans la contribution que le groupe Laprès a postée auprès des services du Haut-Saria, vous vous rappelez qu'il y avait une question qui concernait quels sont, selon vous, les grands défis de la Nouvelle-Calédonie et quels sont les moyens pour les relever. Donc ce sont ces 3 défis que nous avons relevés, que je vais vous développer ce soir très rapidement. Le premier, ça concerne bien évidemment la réduction des inégalités sociales. On l'a retrouvé dans beaucoup de contributions. La réduction des inégalités sociales, c'est une réalité. Et une fois qu'on a dit ça, on dit que ça paraît toujours très compliqué pour arriver à le réduire. Et parmi les moyens, nous, ça ne nous semble pas extrêmement compliqué. On a en Nouvelle-Calédonie une économie sociale et solidaire qui existe et qui ne demande qu'à être développée. Elle existe aujourd'hui, elle est mal mesurée, ou elle est peu mesurée, ou elle n'est pas mesurée du tout. Elle demande à être développée. C'est un moyen de réduire les inégalités sociales et solidaires. Comme on peut également mener une réflexion sur le revenu universel, ou évidemment sur quelque chose dont on parle depuis 20 ans mais qui n'est jamais mis en œuvre, c'est la réforme de la fiscalité. Le deuxième défi, c'était de donner un sens commun à la notion de peuple calédonien. Peuple calédonien, ce n'est pas pour la rhétorique, mais l'objectif de peuple calédonien, dans notre idée, c'était pour surmonter la peur de l'autre et la défiance envers celui qui n'est pas comme soi. La société calédonienne vit beaucoup sur la peur de l'autre. C'est parfois une rente, c'est parfois une réalité, mais en tout cas, et c'est souvent un prétexte. Donc comment on surmonte la peur de l'autre ? Les moyens, c'est ouvrir des espaces de parole en dehors du champ politique. C'est ce qu'on fait par exemple ce soir, et avoir des vraies mesures d'accompagnement pour la jeunesse. Mais quand on dit pour la jeunesse, c'est pour toute la jeunesse, et pas juste pour la jeunesse qui va mal, parce qu'on a une jeunesse qui existe en Calédonie, qui est brillante, qui va bien, et qui a besoin d'être accompagnée pour s'exprimer. Et le troisième défi, dans les 25 secondes qui me restent, c'est la lutte efficace contre le changement climatique en s'adaptant et en protégeant la biodiversité. On peut adapter notre économie pour qu'elle soit respectueuse de la biodiversité. Et dans les moyens, là encore, on peut se donner des objectifs à court terme. Exemple, 2030, Nouvelle-Calédonie, île zéro déchet. C'est ambitieux, mais si on n'a pas d'ambitieux, on ne se donnera pas les moyens d'y arriver. Et c'est largement faisable. Et ça développe toute une activité et une filière économique. Merci beaucoup. Donc effectivement, dans les contributions que nous avons, auxquelles nous assistons,
Il y a des sujets un peu sectoriels, d'autres qui prennent entre guillemets de la hauteur. Il va falloir jongler entre des choses qui sont plus sectorielles, plus spécifiques, ou des choses qui peuvent inspirer des discours de politique générale, etc. Je vous demande, si vous le voulez bien, d'être attentif à ces différents niveaux d'analyse qui peuvent inspirer soit des mesures très concrètes, et ça a l'avantage de se focaliser sur des vrais problèmes, ou au contraire d'être capable d'en parler de manière plus globale, à la manière d'un discours de politique générale. Le 17e gouvernement va devoir faire une déclaration de politique générale. On peut s'intéresser à l'idée de ce qu'il y aura dedans. J'attire votre attention sur ce type d'exercice. J'appelle donc pour la prochaine contribution Joël Cassarérou pour Construire autrement. Bonsoir. Alors, Construire autrement, c'est un mouvement politique qui est né au provincial en 60 jours et qui a quelques élus au communal. Voilà. Donc, oui. Alors, il faut que je parle plus près. Voilà. Donc, on a développé, en fait, en trois points. C'est une approche, j'allais dire, sociétale, une approche, bien sûr, environnementale, et puis une approche aussi liée à la gouvernance. C'est-à-dire que ce qui nous importait, je vais commencer par ce point-là, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer notre système démocratique, est-ce qu'on est bien représenté, est-ce qu'on pourrait être mieux représenté, et comment est-ce qu'on peut améliorer la manière dont on vote, la manière dont on pense et la manière dont on arbitre. Ça, c'est l'enjeu premier. On a évoqué quelques pistes au niveau d'une démocratie peut-être plus directe, ça c'est un point important. Et on a aussi évoqué la manière dont les institutions sont gérées. Comment est-ce qu'on peut optimiser aussi la gestion des institutions? Donc c'est la gouvernance qui a trait non seulement à la manière dont on vote, mais aussi à la manière dont on évalue, dont on lit la politique publique et la manière dont elle est transparente. Voilà. Donc, ce sont des enjeux relativement importants quand on a un vivre ensemble et quand on veut se projeter loin, il faut voir loin. Le deuxième point, c'est celui d'un aspect sociétal, où en fait la clé, et là je rebondis et je vais continuer un peu sur l'ensemble de ce qui a été dit, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que le bien commun, et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble en redistribuant mieux et de manière plus efficace les biens et les valeurs, la richesse qu'on crée. Ça peut être fait grâce à la fiscalité. Donc on a déployé dans les propositions, on va dire trois outils qui peuvent être intéressants. Le revenu, on en a parlé du revenu universel, dont on continue à travailler dessus, la microtaxe et aussi la manière dont on gère aussi la politique publique au niveau des administrations. C'est-à-dire les échelles à laquelle on perçoit le handicap, à laquelle on perçoit d'autres choses et qui peuvent être là utiles par la lecture de la fiscalité. Ensuite, il y a un point qui est important, c'est comment est-ce qu'on appréhende notre manière unique d'être au monde, c'est-à-dire notre hotspot de biodiversité, notre richesse culturelle, notre patrimoine national, même mondial, et qu'on puisse travailler en créant de la valeur, de l'emploi, et en regardant au-delà de l'industrie minière. Ça, c'est l'enjeu, en fait, de ce qu'on appelle la transition climatique, la transition énergétique. Ça, c'est vraiment un enjeu qui est important, qu'on a adressé aussi, avec notamment une des solutions qui est de passer, en fait, et il y a d'autres contributeurs qui ont mis la proposition, de passer, en fait, à une centrale PI, une centrale verte, PV, qui peut répondre aux enjeux d'avoir un nickel vert. Et ça, je fais juste une petite publicité puisque j'ai encore un peu de temps. On fait une conférence le 1er juin dans laquelle on va adresser ce problème de décarbonation de notre énergie pour les années à venir. Voilà, donc en fait, dans ces 3 points qu'on a adressés, c'est assez dense. Je vous laisserai le lire si vous avez le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si on veut se projeter loin, il faut absolument modifier la gouvernance, la manière dont
on peut souhaiter en fait une société plus juste par le levier fiscal. Et aussi, le dernier point, c'est l'environnement. Et il faut rajouter le dernier point aussi, j'allais dire de manière non anecdotique. C'est ce qu'on appelait, nous, la matière grise, c'est qu'il faut travailler sur l'enseignement. On avait balisé ça sous 3 couleurs. L'économie bleue, Philippe là, en a parlé. L'économie verte, Thierry en a parlé. Et l'économie grise, c'est-à-dire la matière grise, c'est comment est-ce qu'on peut intelligemment, collectivement, être meilleur dans l'éducation, dans la manière dont on élève nos enfants et dans la manière dont on va les gérer. Et ça, la redistribution, c'est un des points clés pour obtenir ça et accompagner en fait les populations qui sont en marge dans une société plus inclusive et qui inclut aussi et notamment la jeunesse. Il ne faut pas la considérer comme étant un mal, mais comme étant quelque chose qui est en devenir. Donc avoir aussi une visibilité pour notre politique jeunesse. Voilà, je vous remercie. Je crois que je suis dans les temps. Écoutez Joël, je me dis finalement, et c'est une des motivations de cette soirée, c'est que, par exemple, le document essentiel de NCECO qui expose des idées similaires, effectivement, et c'est le travail collectif de pas mal d'organismes tout à fait officiels, qui ont pignon sur rue, peut-être appelle une question qui serait, tiens, dans le fond, oui, toutes ces idées sont très bien quand on les dit comme ça, même de politique générale. La question, c'est comment on y arrive, comment on le met en œuvre. C'est ce que m'inspire ton intervention. C'est très clair. Joël, on te connaît pour être très clair. La question, c'est comment traduire ça, comment faire que l'on se l'approprie. Et je vous mets au défi d'essayer de nous éclairer sur justement comment donner du concret quand en réalité un certain nombre d'intentions sont juste incantatoires, un certain nombre de discours politiques sont incantatoires, je ne suis même pas médisant en lui disant, et d'arriver à le faire concrètement et à faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre ce qui est annoncé. Ça me semble une réflexion importante, je vous la soumets. Nous allons essayer d'en débattre en fin d'intervention. Je propose à Yann Lucien de venir nous rejoindre. Donc CPME. CPME-NC. Je te passe la diapo. Il n'y aura pas besoin de temps. Je vais pas faire un long discours et je vous donnerai pas ma contribution pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici ce soir. Je remercie tous les contributeurs qui sont venus dans nos locaux de la CPME qu'on a mis à leur disposition pour travailler. J'ai peu participé à ces travaux parce que ma fonction de président, j'avais d'autres choses à faire. Mais beaucoup de mes présidents de branche ont travaillé dans ces contributions. Je vois le président de la FPLS là-bas, je vois Cécile, je vois plein de têtes que je connais bien. Et pour avoir participé dans les travaux de NCECO, qui aujourd'hui ont une importance autre, pas qu'elles sont plus importantes que l'après, mais institutionnellement elles sont autres, beaucoup se rejoignent. Et c'est pour ça que je m'exprimerai pas plus longtemps, parce que les autres ont certainement plus de choses à dire que moi. Et en attendant, pour en revenir à ta question de tout à l'heure, comment faire parvenir ces idées, les faire monter au cerveau de nos politiques, parce que comme ça, on comprend bien, ben, il faut leur rabâcher le message, quoi. Voilà. Et les politiques, avec NCECO, on les voit depuis déjà une dizaine de jours, ils n'ont pas beaucoup apprécié notre travail. Voilà. Ils comprennent qu'il est très intéressant, ils nous disent qu'il est très intéressant, mais le problème, c'est que pour se l'approprier, ça va être compliqué parce que ça ne vient pas d'eux. Et quand une idée ne vient pas d'un politique, forcément, ils ne l'aiment pas. Voilà. J'en dirai pas plus. Bonne soirée. Je propose à Laurent Villeminot de
de venir nous rejoindre, donc pour la FINC. Bon, bonsoir à tous. Donc ce soir, je suis là pour porter la voix de la contribution de la FINC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la FINC, c'est la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. On rassemble plusieurs entreprises dans l'industrie, que ce soit dans l'agroalimentaire. On a aussi des entreprises des produits du bâtiment, sur le recyclage et sur le numérique également, donc on est assez large. Et notre contribution est importante parce que l'industrie en Nouvelle-Calédonie, c'est 2900 entreprises qui rassemblent 14 000 salariés. À la question, quel grand défi pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'après, entre guillemets, eh bien, tout d'abord, comme ça a été aussi annoncé précédemment, c'est redéfinir notre modèle économique et social. Donc là, les travaux sont à suivre. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est surtout l'autonomie économique et alimentaire. Alors pourquoi ce point est important? Depuis qu'on a commencé cet échange, on n'a pas eu, je crois qu'on a eu 1 ou 2 fois le mot Covid. Et en fait, on a été quand même frappé par une pandémie, mais nous, on est un peu les petits privilégiés de la planète, et on a tendance à l'oublier. Et derrière l'autonomie économique et alimentaire, moi, ce que je vois, c'est comme un gros vaccin. Et en construisant autour de ce pôle-là, eh ben, on sera toujours plus résilient face aux futures pandémies qu'on pourra avoir, parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Donc c'est là que l'industrie a son rôle à jouer, parce que on est là pour construire un tissu économique durable. Le point aussi qui est intéressant d'annoncer, c'est d'anticiper la fin du cycle nickel, parce que le nickel, on a une grande chance, c'est d'en avoir, et on a aussi encore plus de chance de savoir qu'on n'en aura plus. Et nous, on est là pour réfléchir à l'après-nickel. Parce que le nickel, aujourd'hui, c'est bien, mais demain, quand il n'y en aura plus, il faudra qu'on puisse se reposer sur un autre type d'économie. Et l'industrie est là pour faire ce tissu qui permettra de récupérer les personnes qui pourront tomber de ce grappin qui va se déchirer quand il n'y en aura plus. Donc, en gros, poursuivre, quelles sont... Donc, quels sont les espoirs pour la FINC? Donc, c'est la production locale comme modèle économique, comme modèle de développement durable, pardon. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, le développement durable, c'est pas que c'est pas que l'environnement, c'est aussi tout ce qui est sociétal. Et dans les entreprises, on a vraiment l'écosystème calédonien, on y retrouve toutes les ethnies, et les entreprises, elles ont le devoir de faire en sorte que tout le monde travaille bien, qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale, de réduire au maximum. Et nous, on est là pour justement recruter des jeunes, les former et faire en sorte que tout le monde travaille correctement. On souhaite aussi une stabilité institutionnelle. Donc par là, en fait, on voit plus une demande de visibilité à court, moyen et long terme. Parce que l'instabilité institutionnelle, ça nous donne aucune visibilité, et puis on ne peut pas faire d'investissement, on ne peut pas investir, et quand on ne peut pas investir, on ne peut pas créer de la valeur. Et enfin, on a proposé d'avoir un membre du gouvernement en charge de l'industrie pour qu'on puisse améliorer les relations entre les industriels et le gouvernement. Voilà en gros. Merci. Donc, effectivement, qu'est-ce que cela peut inspirer? On retrouve des éléments évidemment concordants avec le document de NCECO. Il y a des grandes lignes, quand d'autres contributions étaient plus opérationnelles, plus spécifiques. Je vous demande de réfléchir à comment gérer qu'il y ait des projets, des revendications qui sont relativement techniques, relativement concrètes, quand en fait la question du dialogue avec les politiques, avec les institutions, amène à essayer de formuler ça. C'est peut-être très occidental, hein, je demande à certains de peut-être s'exprimer là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire passer le message des réalités que vous vivez tous les jours en tant qu'entrepreneur, dans les associations, et d'arriver à le formuler, que ça puisse tenir dans une note de 2 pages ou de 3 pages. C'est un exercice très difficile, effectivement.
Et il est probable que nous soyons au défi de pouvoir effectivement résumer à quelques grandes lignes stratégiques de ce que le pays doit relever comme défi et serait à même de mettre en œuvre la question de la mise en œuvre qui n'est pas complètement résolue dans le document de NCECO et ce qui nous a inspiré à faire cette soirée aujourd'hui, que vous puissiez contribuer à dire comment mettre en œuvre. C'est m'inspire en tant qu'animateur, je prends les libertés de pouvoir le commenter de l'ensemble des contributions pour l'instant. Je propose à Jean-Yves Kerleguer de venir nous expliquer. Pardon ? Il avait passé la slide déjà. Ah oui. Donc Simon Jansou pour Native, NC. Bonsoir à tous. Voilà, nous on vient présenter le cluster de Native NC, qui veut dire nature, innovation et valorisation. Donc c'est principalement sur la valorisation des produits naturels de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est essentiellement de la matière végétale. Nous travaillons principalement là cette année sur trois projets, donc la filière coco, la filière du niaouli et la vanille. Donc il y a une quinzaine d'adhérents à Native. Et puis principalement, ils sont tous dans l'agroalimentaire. Pour la majorité, ce sont tous des agroalimentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire pour exemple, donc en fait, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de richesses en Nouvelle-Calédonie au niveau de la filière naturelle. Pour donner un exemple, au XIXe siècle, le niaouli, la Nouvelle-Calédonie, c'était le leader mondial en export de niaouli, avec par exemple tout ce qui était la pharmacie. En France, on retrouvait beaucoup d'éléments d'extraction issus du niaouli qui venaient principalement de Nouvelle-Calédonie. Plus récemment, il y avait qui tourne encore, c'est à Ouvéa, la filière coco. Aujourd'hui, les cocoteraies sont vieillissantes et du coup, nous, on essaye aussi de réfléchir à comment on peut remettre en action en fait toutes ces éléments-là qui sont là, qui sont devant nous, mais au final, il y a de la richesse qui est présente, mais qui n'est pas valorisée. Et c'est important en fait pour du coup la Nouvelle-Calédonie de retrouver des actions dans ces filières-là. Notamment, pareil au niveau de la vanille, Tahiti, c'est 20 tonnes d'export, de production. Donc c'est le leader mondial, en sachant qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, on a la meilleure vanille au monde, qui est située à Lifou, et on produit à peine 5 tonnes. Du coup, voilà, c'est voir comment on peut réunir tous ces acteurs et puis relancer les filières pour créer une nouvelle richesse sur ces produits qui sont qui ont été délaissés sur ces dernières années. Donc voilà un peu la mission du cluster Native. Je vais passer la parole à Simon qui va vous parler de « Et après » pour Native. Donc juste pour terminer le propos et puis parler un peu de ce sur quoi Native a réfléchi pour la contribution citoyenne. Nous on pense vraiment que la filière des substances naturelles c'est quelque chose qui... Alors la FINC le disait juste avant, mais il faut que la Nouvelle-Calédonie se prépare à l'après-nickel. Et clairement, au vu des ressources naturelles qu'on a, il y a quelque chose à jouer avec les substances naturelles. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites en Calédonie, il y a des filières il y a des produits qui tournent bien, mais il y en a d'autres qui sont à relancer ou à remettre un peu plus au goût du jour. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à jouer sur ces produits naturels parce qu'on a un modèle économique qui pourrait convenir à l'ensemble des populations qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Et puis en plus, ça pourrait répondre aux défis auxquels l'humanité se confronte aujourd'hui, qu'on a largement évoqué juste avant, qui sont les défis climatiques, évidemment. Et puis, bien sûr, on rentre dans l'économie circulaire parce que les substances naturelles, c'est aussi pouvoir
utiliser les ressources naturelles et sans en faire forcément des déchets derrière. Voilà un peu la contribution qu'on peut apporter aujourd'hui, et puis on pourra en rediscuter après, si vous le souhaitez bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Donc un gros volet, si je me permets de rapprocher ça du cluster maritime, sur la question de la valorisation des ressources marines. On voit bien qu'il y a ici des enjeux sans doute assez stratégiques à valoriser les ressources naturelles, terrestres ou maritimes, sous cet angle. Je vous propose d'appeler Jean-Yves Kerleguer, et qui intervient en tant que parole citoyenne. Bonsoir tout le monde. Donc je représente le mouvement Parole citoyenne pour une démocratie participative, qui est un jeune mouvement qui a vu le jour il y a 6 mois et qui s'est structuré il y a seulement 3 mois. Alors d'où est-ce qu'on est parti? Quelles sont les constatations que l'on a faites? C'est que dans le monde, on constate des difficultés croissantes dans les démocraties pour résister à différentes influences particulières et de répondre à des enjeux et aux enjeux de notre époque. Et également, de ce fait, en Calédonie, aussi des difficultés dans les institutions pour répondre aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux, d'avenir institutionnel, voire même aujourd'hui d'institutionnel tout court. Nous avons vécu des référendums qui ont créé un sentiment d'amertume chez beaucoup de Calédoniens, avec une bipolarité exacerbée qui ont pu créer des situations de haine, des sentiments que, mais on n'a pas l'impression que ça a beaucoup bougé pendant 30 ans, et puis aussi des sentiments d'écartèlement pour une partie de la population, métisse de sang, métisse de cœur, métisse de culture, parce que la bipolarité, oui ou non, c'est un peu choisir entre son père et sa mère, c'est un petit peu difficile. Et dans une frange de la population, et la population jeune, et entre autres dans tout ce qui a pu être partagé sur les réseaux sociaux, toute une frange qui s'éloigne des moments démocratiques de ce pays. Et ainsi, ce qui nous est apparu, c'est qu'une autre voie d'avenir, elle est attendue. Alors, quelles sont les motivations de notre mouvement? C'est être reconnu comme des artisans de paix et promoteurs d'un autre projet de société en Nouvelle-Calédonie, en redonnant la parole à la société civile pour qu'elle se réconcilie et qu'elle s'implique dans la construction du projet de notre société. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que dans cette société, il y a des pépites, il y a des talents qui ne demandent qu'à se révéler pour co-construire un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble, au-delà et grâce à nos différences qui méritent tant dans ce pays d'être valorisées et d'être conjuguées. La raison d'être de notre mouvement, c'est de promouvoir et d'accompagner pour ce faire l'émergence de dispositifs participatifs en Nouvelle-Calédonie, au sein des associations, au sein des entreprises et des institutions. Notre raison d'être, c'est d'être des promoteurs et des garants des méthodes participatives et ainsi de contribuer à réformer la démocratie dans notre pays en favorisant des modes de gouvernance distribués permettant à la société civile de participer à l'élaboration, à l'évaluation et au contrôle des politiques publiques. Et notamment au travers d'une convention citoyenne, ça peut être un autre type, mais chargée de faire des propositions sur l'avenir institutionnel et sociétal de la Nouvelle-Calédonie. Alors une convention citoyenne, pourquoi? Parce qu'il y a déjà partout dans le monde de nombreux dispositifs qui existent. En métropole, la Convention citoyenne pour le climat, en Irlande, la consultation sur l'avortement, et vous pouvez consulter un document de l'OCDE qui s'appelle le gouvernement ouvert, où ils font dans le détail une étude de plein de dispositifs différents à travers le monde.
En Nouvelle-Calédonie également, de manière un petit peu plus modeste, des modèles ont été utilisés pour le comité de la gestion du parc naturel de la mer de Corail, les ateliers participatifs sur l'eau, et puis dans les mairies, il y a des moments d'échange entre citoyens, et puis certains d'entre nous également, dans des entreprises ou des associations. Aujourd'hui, nous développons ce type de modèle-là. Et aussi une convention citoyenne, parce que ce dispositif, il peut permettre d'allier les réalités socio-culturelles locales et en se basant, en s'enrichissant de recommandations internationales, en associant toutes les forces vives de ce pays. Et Dieu sait s'il y a des contributions ce soir qui méritent d'être conjuguées pour cela. Une convention citoyenne, comment? Mais déjà en obtenant un mandat clair des institutions, ça c'est pas gagné nécessairement. En tout cas, on va devoir se mobiliser sinon pour le faire. Également, des participants tirés au sort représentatifs de la population et autour d'eux, des groupes de travail thématiques dont vous pouvez en faire partie qui vont les enrichir. Ensuite, ces personnes, ces représentants qui sont formés sur les thèmes de démocratie participative, formés aux outils participatifs et aux outils collectifs et encadrés par des professionnels afin que tous les points de vue puissent s'exprimer. Et pour enfin, à partir de là, que ces recommandations collectives, elles soient prises en compte par les institutions. Ce qui a pu être remarqué dans des expériences similaires dans le monde, c'est qu'ainsi des liens vont se tisser de plus en plus forts entre les élus, les citoyens et les services publics. Une solidarité plus importante entre les habitants et face aux enjeux politiques, la responsabilité et l'engagement des uns et des autres qui est sollicité, et non pas simplement au travers de réseaux sociaux où on s'épanche et on se dit des jolies choses entre nous, et la confiance entre les institutions et les sociétés civiles qui se développent. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, à l'intérieur de notre mouvement, nous nous sommes organisés et nous sommes en train de bâtir notre propre constitution et avec des cercles concentriques qui fonctionnent et chacun avec un rôle et des modes de fonctionnement avec des rôles attribués à différentes personnes et des modes de fonctionnement, comment entrer, comment animer des réunions, comment gérer les conflits. Merci de votre attention. Merci Jean-Yves. Donc, André Quez de Radio Jido, bien évidemment. En plus, ils se sont rencontrés ce matin avec très grand plaisir. Bonsoir à tous. Donc, merci déjà aux organisateurs d'avoir organisé cet espace. Pour ceux qui ne connaissent pas Radio Jido, c'est... si tout le monde connaît, c'est bon? C'est bon? Juste pour... je voulais vendre quelque chose. Parce qu'on a besoin de moyens. Donc, comme ça, on essaie d'être efficace. À partir de l'année prochaine, hein, donc 2022-2032, c'est la décennie internationale des langues autochtones. J'aimerais que ça soit... Je le pose de cette manière-là parce que les idées qu'on est en train de partager ici, j'aimerais que ça soit ancré dans le pays. On maîtrise déjà bien le français, mais on vous invite à choisir une des 30 langues du pays. Comme ça, ce que vous expliquez là. Parce que quand on parle en français, c'est très vite. Mais il y a des gens, beaucoup de nos gens ne comprennent pas le français, ne maîtrisent pas le français. Donc on a 10 ans devant nous pour pouvoir nous engager, pour ancrer ce que vous êtes en train de nous partager là. C'est très très important que les choses soient ancrées. Parce que vous allez, pour nous, on ne vous considère plus comme des étrangers, vous faites partie de nous. Et on est étonné par des programmes qui passent
dans les médias financés par les finances publiques qui insinuent l'idée que vous allez partir d'ici. Ces derniers temps, on entend passer, sur Calédonie Première, pour ne pas le citer, qu'on fait passer des programmes qui sous-tendent que vous allez partir d'ici. Pour nous, il n'est pas question que vous allez partir. Dans le projet de société que Jean-Marie et Jacques Lafleur ont engagé, c'est vous et nous. Et le JIDO, c'est une aiguille. Quand on construit la case, entre ceux qui sont à l'intérieur et les pailles de l'extérieur, c'est un va-et-vient entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Et on attache ensemble les choses, depuis la base de la case jusqu'au sommet de la case. Je voudrais juste vous poser ça pour dire, tous ceux d'entre vous qui ne sont pas encore passés chez Radio JIDO, ce n'est pas 5 minutes qu'on vous donne. On vous donne 30 minutes pour pouvoir expliquer, pour pouvoir bien le dire. Parce que si vous, au niveau de votre intelligence, en très peu de mots, vous synthétisez, et ça va vite, les automatismes. Pour nos gens, il faut le dire, il faut le réexpliquer, il faut bien le reformuler, quoi. C'est ce que nous proposons, nous vous proposons, quoi. Et puis je vous remercie d'avoir organisé cet espace-là pour dire, allons-y ensemble. On a même envie de dire, c'est pas la peine de faire la 3e consultation. On est fatigué. Mais pourquoi on nous demande de partir? On doit rester ici. Donc, si on doit continuer à écouter les autres qui ne veulent pas nous écouter, ben on n'est pas obligé de les suivre aussi, quoi. Construisons ensemble, choisissons parmi les langues, qui sont ici à une trentaine. Donc, passez à la radio, et puis vous dites, vous êtes parrain de la langue. Je dis surtout pour les langues qui sont perdues, qui vont se perdre. Il n'y a plus que 20 locuteurs sur Mwendou, sur la langue Sitché. Donc les entreprises ou les Calédoniens qui sont dans les régions de Mwendou, ben, pour les 10 ans, ben, on s'engage à dire, ça c'est une langue à nous, c'est notre langue. Il n'y a pas que les picots et puis les poissons qui vont venir pêcher. Il y a cette langue-là qu'il faut préserver. Pour nous, c'est une biodiversité et pour nous, c'est une richesse, quoi. Donc, ce que nous regrettons à travers les propositions ici, c'est qu'ils n'ont pas retenu le principe d'un financement, d'un projet d'une fiscalité. Comme ça, la liberté de la presse, on puisse adosser le financement de tous les médias. On n'a que 5 radios ici dans le pays. Et c'est dommage que dans notre pays, on n'ait pas pensé à une fiscalité qui puisse garantir le financement des radios. Comme ça, il n'y a pas besoin que je puisse venir ici et aller à chaque fois faire une stratégie commerciale pour vous expliquer les choses qui sont naturelles, quoi. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir organisé cet espace. Olé. Merci beaucoup. Donc, nous appelons Robert Bertram, revue juridique et politique et économique. Bonsoir. Donc, je vais faire une petite intervention sur la revue juridique. Je suis un petit peu venu ici les mains dans les poches, en ne sachant pas trop ce que j'allais dire. Donc, je vais présenter la revue juridique. C'est une revue académique, un semestriel, qui intéresse l'essentiel pour ce qui me concerne, la classe politique, les universitaires, les étudiants, les dirigeants de partis, qui me permet de pouvoir développer des thèmes, des dossiers dans chaque revue. Alors, venir pour développer, par exemple, ce qui me gêne, par exemple, c'est on parle d'indépendance et de souveraineté, c'est exactement la même chose. S'amuser à faire une petite différence sur ces deux concepts, ça ne sert strictement à rien, puisque l'un définit l'autre et l'autre définit l'autre. Donc ça ne va pas. Le concept d'indépendance, il est utilisé dans le domaine politique. Le concept de souveraineté, il est défini dans le domaine juridique. Mais ça veut dire exactement la même chose. Je prends l'indépendance, elle s'exprime juridiquement par la souveraineté. Et si je prends la souveraineté, c'est le principal critère d'un État. Elle représente l'autorité suprême et la compétence de la compétence selon Jelinek.
Vous parlez des enquêtes qui ont été faites au niveau des corps intermédiaires. Alors, je vais vous réciter ce que j'ai fait, parce que ça n'offre peut-être pas trop d'intérêt. Je vous parlais plutôt de la revue juridique que je dirige depuis 8 ans. Je ne suis pas universitaire, je suis en retraite, donc ça m'occupe de pouvoir traiter un peu de tous les sujets. Et je m'efforce, moi, d'impliquer les organisations syndicales, les universitaires, les chefs de parti, les dirigeants d'institutions. Je leur demande de bien vouloir écrire dans la revue, en forçant un petit peu la main, parce que des fois, ils se font un peu tirer l'oreille. C'est difficile. Et j'essaie de traiter des sujets qui intéressent aussi bien l'ensemble des Calédoniens. Donc, j'ai fait traiter des sujets sur l'économie de la mer, sur l'économie bleue, sur la jeunesse, sur la médiation, des analyses sur les 2 référendums qui se sont déroulés, avec systématiquement des apports de Calédoniens, essentiellement, mais d'universitaires venant de tous les horizons, de métropole, et si je peux, j'accroche toujours un ministre ou 2 pour venir les faire travailler. Mais ce n'est pas évident non plus. Donc, parler de la revue juridique, je ne veux pas rester trop longtemps, mais le principal, c'est de permettre aux différentes personnes responsables de s'exprimer et de coucher sur le papier une pensée et de la mettre en forme. Le problème, c'est que nous sommes une association, donc c'est toujours très difficile de diriger une association, d'avoir des moyens, donc on est suspendu à des subventions qui arrivent, qui n'arrivent pas. Et là, je suis par exemple au numéro 37 que je viens de sortir, je suis obligé de le sortir sur le plan numérique, parce que sur le plan de la version papier, c'est absolument impossible et trop cher à imprimer. Donc ça limite un petit peu la diffusion. Et le dernier numéro que j'ai fait de dossier dans le numéro 37 est l'eau dans tous ses états. Donc vous voyez, d'une revue qui partait au niveau institutionnel au départ, je l'ai ouvert à tous les corps de métier et tous les thèmes sont publiables pour ce qui me concerne. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Vincent Cornuet de Symbiose. Ok, merci bien de cette invitation pour notre petite association. C'est une occasion de nous exprimer. Et donc quelques mots sur notre association et vous verrez qu'on débouche sur des choses beaucoup moins générales et j'espère concrètes. Notre association dite de diffusion de la culture scientifique, vous pouvez passer s'il vous plaît, essaye de répondre à 3 objets. Le premier, c'est la diffusion de la culture scientifique. Et vous voyez une illustration ici d'un de nos rêves qui était de faire une sorte de camion C'est pas sorcier. Eh bien, on a abouti dans notre rêve, puisqu'on en a fait même 2. Un sur la biodiversité, vous pouvez passer le deuxième, et un deuxième sur le nickel et son impact sur l'environnement. Notre deuxième objet, je vais rapidement sur la prochaine diapo, s'il vous plaît, voilà, c'est la promotion de l'éducation au développement durable. Nous menons dans les écoles, dans les établissements scolaires, des animations sur la maîtrise de l'énergie, en partenariat avec Enercal. Nous encadrons de nombreux projets provinciaux liés au développement durable. Par exemple, vous pouvez cliquer, voilà. Les JDD, c'est tout un rassemblement de jeunes, la jeunesse et le développement durable. Les A2E, les aires éducatives environnementales. Nous formons aussi des services civiques dans le domaine du développement durable et nous participons à des journées événementielles comme par exemple la journée de la tortue. Donc ça vous montre un petit peu le panel d'action. Troisième objet, eh bien c'est un peu notre spécificité, nous faisons la promotion des sciences expérimentales.
Comment? Eh bien, depuis plus de 20 ans, nous organisons un concours des jeunes scientifiques qui s'adresse essentiellement aux scolaires, du primaire, des plus petits jusqu'aux plus grands, au post-bac. Et puis, nous avons aussi, là en ce moment, à l'heure où je vous parle, un club robotique où on essaye de réunir un ensemble de jeunes pour les faire réfléchir et innover dans le domaine de la construction de petits robots. Voilà donc nos actions, et j'en viens à nos réflexions, celles qu'on a proposées dans notre contribution. Et vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, notre objet essentiel, c'est l'éducation de la jeunesse calédonienne. Et bien sûr, c'est de développer l'esprit critique à l'aide d'un outil que sont une approche scientifique. Comment? En améliorant les dispositifs existants. Alors voilà, on s'affiche en même temps, bon, on ne voit pas tout à fait, deux objectifs. Il se trouve que nous sommes dans un système éducatif qui est lié à ce que la métropole nous demande de faire. Moi-même, en tant qu'enseignant, ainsi que tous les membres la majorité des membres de Symbiose sont des enseignants aussi de sciences. Voilà, on doit suivre des instructions qui dépendent de la métropole, avec des programmes, etc. Et il y a une grande ambition récente pour l'éducation au développement durable. Chaque année, on rajoute des lignes au texte de ce qu'on appelle les bulletins officiels, et on se dit, c'est super, si on peut faire tout ça, c'est génial. Et le problème, c'est que nous qui suivons des projets chaque année dans toute la Calédonie, eh bien, on se rend compte que nos collègues s'épuisent parce qu'ils ne trouvent pas simplement le temps de regrouper leurs jeunes, leurs élèves. On a une jeunesse qui a plein de projets, plein de dynamisme, sauf que on n'a pas vraiment de lieu, de temps pour mettre en œuvre ces projets. Et persuadez-nous que c'est par le concret qu'on va toucher nos jeunes, qu'on va les aider, qu'on va les stimuler, et on constate malheureusement que les moyens diminuent et que ça devient difficile. Voilà, je suis désolé d'avoir pris quelques secondes de trop. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons, je crois, synergie. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas besoin de timer, je pense que je vais être assez bref, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas que je devais intervenir jusqu'à tout à l'heure. Merci Cécile. Rapidement, Synergie, on est un cluster du coup de la transition énergétique. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on regroupe une 50aine d'entreprises. Je tenais à dire en préambule, avant de vous évoquer les sujets qu'on a souhaité mettre en lumière dans cette consultation, le fait que c'était relativement difficile pour une association, et je pense que la plupart d'entre vous avaient rencontré la même problématique, à vous exprimer sur certaines des questions de cette consultation d'un point de vue, pour une association. Quand on pose la question à un groupement de personnes physiques ou morales, qu'est-ce que c'est qu'être français ou qu'est-ce que c'est que l'indépendance, c'est quand même pas évident d'y répondre de manière complètement consensuelle. Donc, premier constat que je voulais partager avec vous. Pour ce qui est de nos contributions, du coup, un peu plus portées forcément sur le secteur de la transition énergétique, mais on ne s'est pas arrêté qu'à ça. Forcément, pour la nouvelle, pour les professionnels, l'idée c'était d'encourager par rapport aux défis auxquels on doit faire face, l'autonomie énergétique du territoire. À titre d'information, c'est aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie importe 7 milliards de produits pétroliers. Alors ça représente peu par rapport au déficit de la balance commerciale, mais c'est déjà 7 milliards qui tous les ans quittent le territoire pour justement acheter des choses que l'on va brûler, que ce soit du charbon ou du fioul. Donc développer l'autonomie énergétique du territoire nous semblait être une piste intéressante et qui donc va pouvoir à la fois développer finalement le chiffre d'affaires et créer de l'emploi local qui soit aussi durable. Un deuxième axe sur lequel, un deuxième défi que l'on pense que la Nouvelle-Calédonie doit relever, c'est celle du changement climatique. Alors ça a été évoqué à plusieurs reprises par différents intervenants. Et pour cela, on a proposé 2 actions très concrètes. La première, la ratification des différents accords, que ce soit celui de Paris ou des protocoles comme celui de Kyoto. Et la deuxième action, relativement
on va dire, rapidement applicable, c'était la mise en place d'une taxe carbone, pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, celui qui pollue doit aussi être celui qui paye. On a aussi eu des contributions un petit peu plus larges et qui ont été évoquées par certains des autres intervenants ce soir, notamment la création d'un modèle socio-économique un peu plus résilient, avec l'intégration, effectivement, une approche plus multiculturelle. Et je remercie M. Caizé pour son intervention. Forcément, aujourd'hui, on vit dans la peur l'un de l'autre et le choc des cultures. Ça a été mis un petit peu en perspective lors de la présentation qu'a fait Quid Novi lors de la restitution des travaux. Et je pense que j'espère que les politiques pourront s'en inspirer pour essayer de construire un modèle un peu plus durable pour notre territoire. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous et merci au groupe L'Après pour cette invitation. Merci beaucoup.